Alors Margot, nous sommes le 24 février 2022. La Russie vient d'envahir l'Ukraine. Le commandant l'a évoqué en introduction, on ne peut pas parler de force morale en 2023 sans évoquer l'Ukraine. On a la chance immense de t'avoir avec nous, grand témoin de ce qui se passe vraiment là-bas. Et dans le confort de nos sièges et la chaleur du hangar à hélicoptère, je pense qu'il est important que tu nous rappelles en fait ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres de nous. Oui, alors déjà merci beaucoup de m'avoir invité et merci à tous d'être venus. Alors ce qui se passe, je pense que le plus simple ce serait de décrire tout simplement les différentes choses, différentes personnes que j'ai pu rencontrer, différentes choses que j'ai pu voir là-bas en tant que journaliste, c'est mon rôle tout simplement. En fait, le thème des forces morales, il résonne énormément avec tout ce que j'ai pu voir en Ukraine, dans le sens où ce qui est resté avec moi après chaque voyage, j'y suis allée 5 fois, je crois, 5 ou 6, après chaque trajet en Ukraine, ce qui est resté avec moi, c'est la force morale des habitants et des soldats ukrainiens. Soldats qui, bien souvent, étaient civils jusqu'à tout récemment et que rien ne prédestinait à passer des mois entiers dans la boue des tranchées à combattre. Ce qui est resté avec moi, c'est ce jeune homme d'à peine 18 ans quand la guerre a éclaté, qui était réalisateur de clips musicaux et qui a décidé d'aller combattre au front. Il a tellement bien combattu que maintenant il œuvre au sein d'une unité spéciale qui va au plus près des lignes russes pour y faire des opérations, enfin, pour y collecter du renseignement. C'est des grands-mères, des instituteurs, des membres de toutes petites municipalités, qu'encore une fois, rien ne prédestinait à devenir des héros, et qui ont résisté, qui ont mis leur vie en jeu en refusant de répondre aux Russes, en refusant de verser dans la délation et en résistant activement. Ce sont des enfants qui cachaient des téléphones pour des résistants pour qu'ils puissent communiquer avec des forces ukrainiennes. Ce sont tous ces gens-là qui ont puisé dans leur propre force morale, dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence, bien souvent, et qui se sont complètement transformés, qui se sont complètement révélés et qui ont travaillé conjointement pour quelque chose qui les dépassait, d'abord pour défendre leur village, leur collectivité, mais aussi pour défendre quelque chose qui leur est cher, c'est-à-dire leur nation, c'est-à-dire le concept de démocratie, c'est-à-dire leur culture que Moscou souhaite complètement effacer. Et pour ça, pour défendre ce qui leur est aujourd'hui le plus cher et dont ils ne réalisaient même pas que c'était la chose qui leur était le plus cher jusqu'à assez récemment, ils ont mis leur vie en jeu, ils l'ont parfois perdu, et voilà, c'est vraiment ça qui est resté avec moi. Et tu penses que la force morale de l'âme ukrainienne, elle a quelque chose de singulier ? Je pense qu'elle n'a pas forcément quelque chose de singulier dans le sens où n'importe quel individu confronté à ce genre de problématique, confronté à la mort ou la possibilité de la mort, confronté à la menace de l'effacement de sa culture et de tout ce pourquoi il vit, ce qu'il représente, est capable d'une telle force morale, est capable de résister, est capable d'héroïsme. Je pense que la plupart des Ukrainiens qui, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à il y a 1 an et demi, étaient boulangers, carreleurs et qui sont partis combattre au front, ne se prédestinaient pas du tout à ça. Et pourtant, ils y sont parvenus. Donc je pense que c'est quelque chose que, à l'heure où ici en France et dans d'autres pays, l'intérêt pour l'Ukraine commence à s'essouffler un petit peu, où on parle de plus en plus en termes de concepts, on parle de plus en plus vaguement de ce conflit, on le comprend de moins en moins, de plus en plus de voix s'élèvent pour se demander si finalement on est bien concerné ou non. On oublie finalement qu'il s'agit d'un peuple qui défend nos valeurs européennes, un peuple qui s'identifie comme étant européen et qui défend tout ça avec sa vie. Voilà.
Tu as particulièrement documenté dans cet article qui t'a valu le prix Albert Londres le sujet des femmes. Je l'avais lu totalement par hasard, je t'avoue, et j'avais fini en larmes en fait devant la puissance de ta plume et surtout les récits. On est deux femmes sur scène, c'est pas encore toujours fréquent dans la plupart des colloques comme ça, un peu corporate, encore moins militaires d'ailleurs. Je le glisse ici. Et du coup, parlons des femmes en fait, parlons des femmes et de la guerre, et allons directement sur le sujet que tu évoques dans ton article. Le viol est un crime de guerre. Encore aujourd'hui, on est en 2023, ça paraît totalement hallucinant en fait quand on y pense. Pour quelles raisons? Que représente ce féminin qui fait peur ou qu'on veut abolir, qu'on voudrait effacer? Alors, le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose qui existe depuis que les guerres existent. On en a vraiment pris conscience dans les années 90, lors des guerres d'ex-Yougoslavie, lors de la guerre au Rwanda, etc. Et puis depuis, dans de nombreux conflits, voilà, ce problème a été évoqué, il a été étudié, mais finalement jamais assez, puisque les études sont quasiment impossibles. Souvent, les femmes ont peur de parler, les coupables sont impossibles à retrouver, justice n'est quasiment jamais faite, et donc les études sont parcellaires et il est impossible de se rendre compte réellement de l'ampleur du problème. Quand on se balade dans des villages qui étaient sous occupation, en Ukraine par exemple, quand on parle à des gens qui ont été confrontés à l'occupation, on se rend compte que ce problème il concerne énormément de familles. Alors, il n'est pas possible de mettre pour l'heure de chiffres exacts sur ce problème, mais on se rend compte de son ampleur rien qu'en parlant aux gens. Ce qui est assez fondamental à comprendre, c'est que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont ciblées par ces actes, c'est véritablement le peuple ukrainien. Car Moscou tente d'effacer le peuple ukrainien, tout ce qui est ukrainien. La plupart des femmes, ça revient dans de nombreux témoignages, la plupart des femmes évoquent des soldats qui leur disaient « vous allez enfanter des Russes, on va vous remplacer, vous n'allez plus donner naissance à des Ukrainiens, mais à des Russes, grâce à nous ». Tout comme les soldats russes pillent les musées, remplace les écoles, les livres d'école par des manuels scolaires russes, remplace les professeurs par des professeurs russes ou pro-russes. Ils tentent de remplacer la culture ukrainienne, d'effacer tout ce qui est ukrainien pour le remplacer par du russe. Voilà, tout simplement. Donc ce ne sont pas les femmes, pour ainsi dire, qui sont ciblées, mais ce sont des victimes, parmi les premières victimes du conflit, comme dans tous les conflits, les femmes sont en première ligne et sont victimes. Mais ce ne sont pas seulement des victimes, il faut savoir vraiment que en Ukraine, enfin, l'armée ukrainienne est l'une des armées les plus féminisées au monde. Il y a énormément de femmes qui se battent en Ukraine, qui étaient soit militaires de carrière, soit civiles et qui se sont engagées au même titre que les hommes alors qu'elles n'y étaient pas tenues. Les hommes devaient rester au pays et mieux, idéalement, s'engager dans les forces armées. Les femmes n'y étaient pas du tout tenues et elles avaient le loisir de partir. Beaucoup de femmes ont choisi de rester. Elles sont soit sur le front à combattre, soit à s'occuper d'hôpitaux militaires qui sont eux-mêmes très fréquemment bombardés. Elles tentent parfois dans les villes de maintenir un semblant de vie économique en gardant ouvertes des échoppes, des entreprises, etc., malgré les risques. Elles ont choisi de rester dans des zones occupées pour protéger les gens les plus faibles qui ne pouvaient pas fuir, des gens qui souffraient de handicap, des gens qui étaient trop âgés, des gens qui ne souhaitaient pas quitter leur maison pour ne pas donner la satisfaction à l'occupant d'envahir leur maison. Énormément de femmes qu'on encourageait de partir sont restées. Et donc ça, il faut vraiment le dire, dans le sens où énormément de femmes ont été victimes en Ukraine d'agressions sexuelles, de tortures et autres. Mais il y a aussi énormément de femmes qui ont résisté, qui continuent de résister de mille manières, au même titre que les hommes. Comment toi, en tant que femme reporter, mais femme tout de même, tu as réussi à te préserver en fait, de ces témoignages qui sont extrêmement lourds?
C'est difficile, mais en tant que journaliste, on apprend en général à essayer de faire la part des choses. Quand je travaille, je me mets en mode boulot. J'essaye de ne pas trop réfléchir. Mais c'est jamais complètement possible de se dédoubler. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est quelque part un atout, parce que je pense sincèrement qu'une femme se confie, notamment sur certains sujets, plus facilement à une autre femme. C'était très vrai en Afghanistan. Il y a de nombreuses histoires que j'ai pu raconter, que je n'aurais jamais pu raconter si j'avais été un homme. Une femme accorde beaucoup plus sa confiance à une autre femme parce qu'elle sait qu'elle va comprendre certaines choses. Et c'était vrai également en Ukraine. Même si la parole reste quand même déjà très pudique et très rare parce qu'il existe toujours une certaine stigmatisation, une certaine honte. Et donc beaucoup de femmes choisissent parfois de parler, mais de ne pas vouloir révéler leur histoire dans les médias, etc. Donc ça reste compliqué, mais en tout cas, j'essaye d'utiliser qui je suis pour tenter au moins d'établir un rapport humain. Je ne vois jamais ça comme des interviews, je vois ça comme de longues conversations qui parfois n'aboutiront pas parce qu'on me demande de ne pas raconter une histoire, parce qu'une femme parfois a tellement honte que même si on cache son nom, elle a peur qu'on la retrouve. Mais en fait, j'utilise la personne que je suis pour essayer d'établir des liens, des ponts, pour essayer de comprendre, pour essayer de garder moi-même tout plein d'éléments qui pourront être utiles ensuite, puisqu'il faut bien savoir qu'il y a déjà des enquêtes qui sont en cours, de très 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 nombreuses enquêtes qui sont en cours, qui sont menées tant par les Ukrainiens que par des instances étrangères, pour tenter à terme de trouver des coupables de crimes de guerre, de torture, d'agressions sexuelles, et que tous les témoignages sont importants. Donc nous, journalistes, à notre tout petit niveau, humblement, on essaye de collecter des témoignages qui pourront ensuite peut-être être utiles. Est-ce que tu es revenu de tes voyages avec particulièrement en tête l'empreinte de la force morale d'une femme dont tu pourrais nous parler ? Une en particulier, sincèrement, je saurais pas, je saurais pas parler d'une femme en particulier, une femme avec laquelle en plus je n'ai pas eu énormément d'interactions parce qu'elle était beaucoup trop traumatisée, mais que je souhaite évoquer parce qu'elle montre quand même la monstruosité de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'était une octogénaire qui avait été violée par des soldats russes ou bien des miliciens du Donbass. Enfin, bref, on saura, je ne sais pas si on saura un jour. C'est les parents, ou la tante en l'occurrence surtout, d'une jeune femme qui a été tuée par une balle dans le dos. Alors qu'elle partait avec son mari annoncer à ses parents qu'elle était enceinte. Elle allait annoncer à ses parents qu'ils allaient devenir grands-parents. Elle a été abattue par derrière, par des soldats, donc alors qu'elle ne posait absolument aucune menace et qu'elle ne faisait pas partie des forces armées. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a résisté pendant l'occupation aux alentours de Kiev, qui heureusement en est sortie physiquement indemne, mais qui porte en elle un traumatisme qui, je pense, ne se délitera jamais. Voilà, donc c'est toutes sortes de femmes comme ça qui sont demeurées fortes, mais qui ne s'en rendent pas compte et dont l'histoire doit être connue. On entend en filigrane de ton discours des enjeux beaucoup plus géopolitiques, de démocratie, de souveraineté, de droits humains au sens très large. On a parfois l'impression, et tu l'as rappelé, que ce conflit ne nous concerne pas, ou en tout cas qu'il nous concerne de moins en moins. Quel regard tu portes sur ce point-là, en tant que Française ? De quelle guerre s'agit-il exactement ? Et jusqu'où nous, en tant que Français, nous devrions, selon toi, être prêts à aller ?
Alors justement, ce côté de plus en plus hésitant, de plus en plus timoré, moi, il m'inquiète. Parce qu'au début, voilà, on était tous tout feu, tout flamme. L'Ukraine faisait la une des journaux, de tous les journaux télévisés, etc., etc. Et peu à peu, cet intérêt se délite. Alors c'est normal, c'est la marche du monde, c'est la marche des nouvelles, des médias. Donc j'en suis parfaitement consciente. Mais aujourd'hui, ce conflit n'est pas n'importe quel conflit qui se déroule à l'autre bout du monde et qui ne nous concerne pas. C'est un conflit qui concerne toute l'Europe, qui concerne des frères européens qui espèrent intégrer l'Union européenne, qui espèrent voilà, intégrer l'OTAN, qui se retrouvent dans nos valeurs, qui défendent des valeurs de démocratie, qui défendent des valeurs en fait, que nous défendons et qui sont aujourd'hui attaquées. Il faut davantage, à mon sens, écouter les dirigeants des pays baltes, des pays d'Europe de l'Est, qui, eux, ont l'expérience de la Russie, ont cette expérience et cette expertise, et envers lesquels j'ai l'impression que nous sommes parfois un petit peu condescendants. En tout cas, on fait un petit peu la sourde oreille parce qu'on n'a pas l'habitude de les écouter, et que finalement, en France, très peu de gens sont véritablement experts du monde slave et de cette région du monde. Je m'inquiète aussi parce qu'on a donné énormément de place, on a donné des plateformes à des personnes qui véhiculaient le doute. C'est-à-dire qu'on a entendu des personnalités, parfois de grandes personnalités, questionner les massacres de Boutcha, d'Irpin, de Borodianka, évoquer voilà, jeter du doute sur les massacres qui ont eu lieu à Mariupol. On a donné des plateformes à tous ces gens-là. On a donné des plateformes à des représentants du pouvoir russe qui s'exprimaient librement et très longuement à la télévision. Et tout ça a instillé le doute dans la population française, ce qui est normal puisque la plupart des Français ne sont pas experts de la Russie, de l'Ukraine et de tout ce monde-là. C'est parfaitement normal. Et de plus en plus, j'entends des doutes. Est-ce qu'on devrait finalement continuer d'armer l'Ukraine? Est-ce qu'on devrait finalement se préoccuper de ce conflit? Mais finalement, c'est toujours la même chose. Et finalement, on ne comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vraiment les Ukrainiens, oui, mais c'est un pays corrompu, c'est un pays qu'on ne connaît pas très bien, c'est un pays dont on ne comprend absolument rien à l'histoire, à la langue, et finalement ce conflit, il durait depuis 2014, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a à voir dans tout ça? Mais on a tout à voir dans tout ça, puisque ce qui est attaqué, ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est la démocratie, c'est l'Europe, c'est tout ce pourquoi vous êtes engagés. C'est tout ce pourquoi nous votons, c'est tout ce en quoi nous croyons. Et des Ukrainiens, des gens comme vous, comme moi, des civils, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça et qui auraient bien préféré passer leur temps également avec des œillères et à ignorer ce qui se passait, à ignorer la violence, à ignorer la possibilité de la violence. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent, mettent leur vie en jeu pour défendre ces valeurs-là. On parle d'un pays qui n'était pas parfait, qui n'est toujours pas parfait, un pays une démocratie qui balbutiait, qui commençait, qui se cherchait, qui tâtonnait, mais qui fonctionnait, qui commençait réellement à fonctionner. On parle d'entrepreneurs qui voulaient réellement relever leur pays. On parle de jeunes, de membres de la jeune génération qui espéraient entrer en politique, qui commençaient à entrer en politique, à occuper des postes importants et qui n'avaient qu'une envie, c'était de réformer le système judiciaire, de se défaire de la corruption, qui souhaitaient réellement changer leur pays. Donc on voyait un pays qui était en pleine transmutation, qui avait envie, qui aspirait à entrer dans l'Union européenne et qui aujourd'hui est attaqué pour ça. Je pense qu'il est de notre ressort. Je pense que par intégrité, par honneur, on se doit de défendre ce peuple-là, qui est également, qui nous représente un peu tous. Je pense que c'est un message important. Je vous propose d'applaudir Margot.